À la une ce soir, diplomatie, renforcement de coopération. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont été reçus ce vendredi par le chef de l'État. Ils ont présenté au président Alassane Ouattara leur lettre de créance. Les ministres de la Santé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en réunion ce vendredi. Ils travaillent sur un plan d'action régional afin de stimuler l'emploi dans les secteurs sanitaires et sociaux qui en ont bien besoin. La première dame de Côte d'Ivoire, également ambassadeur de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant et pour la promotion du traitement pédiatrique, a reçu le maire de Paris, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le sida. Aux États-Unis, face au report du vote pour l'abrogation de l'Obamacare, le président Donald Trump pose un ultimatum aux membres de son propre parti. Vous êtes sur RTI 1, bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. 4 nouveaux ambassadeurs ont été accrédités en Côte d'Ivoire. Ils viennent du Brésil, de l'Afrique du Sud, de la Sierra Leone et du Libéria. Ils ont tous présenté ce vendredi leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Chiram Kofi Aboula. Le Brésil et la Côte d'Ivoire, 2 pays avec les mêmes visions de développement. C'est du moins l'essentiel des propos du diplomate brésilien après avoir été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, à qui il a présenté ses lettres de créance ce vendredi. Des pays qui sont frères, qui ont tellement de choses en commun. Et ma mission est justement le président Ouattara de faire une visite officielle au Brésil pour relancer la coopération bilatérale. Et nous avons beaucoup de projets en commun. Je pense que le Brésil peut apporter énormément à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire au Brésil. Comme le diplomate brésilien, celui de l'Afrique du Sud, également au palais pour la même cérémonie, indique que sa mission à Abidjan vise à favoriser les opportunités d'affaires entre les 2 pays. Nous voulons plus d'entreprises sud-africaines sur le marché ivoirien et important vice-versa. Nous engageons à travailler avec le gouvernement, les institutions publiques, en particulier les CPC, ainsi que le secteur privé, les chambres de commerce, pour pouvoir le commerce et les investissements en vue de contribuer à une Afrique plus intégrée, plus prospère et plus pacifique. Reçu également par le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui présenter ses lettres de créance, l'ambassadeur de la Sierra Leone entend apporter sa pierre en vue du renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire qui doit se faire pour l'essentiel sur la base du développement agricole. We belong to the same Mano River Union, through ECOWAS. Nous faisons partie des pays du fleuve Mano, de la CEDEAO. Nous avons échangé sur les questions globales, mais j'ai insisté sur un accord qui a été signé en 2013 entre nos 2 pays concernant l'agriculture, la culture, l'économie et divers domaines que nous devons intensifier. Au nombre des 4 diplomates ce vendredi au palais présidentiel, une femme, elle est libérienne et elle se dit heureuse d'être en Côte d'Ivoire pour contribuer à intensifier les relations bilatérales. Comme vous le savez, nous avons des relations diplomatiques depuis 1961, donc juste après les indépendances en 1960, entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. J'ai donc présenté mes lettres de créance au président de la République et nous avons eu l'occasion de discuter de nos relations et de voir comment nous allons pouvoir les intensifier. La diplomate libérienne revient en quelque sorte à la maison pour avoir travaillé pendant plusieurs années à la BAD, à Abidjan. Comme elle, les 3 autres diplomates ont reçu des honneurs militaires, honneurs rendus par 2 sections du groupement 1 de la garde républicaine sous les ordres du capitaine Pégan Ouattara. Des hommes d'affaires turcs en mission de prospection en Côte d'Ivoire ont été reçus par le Premier ministre ivoirien. Une délégation tunisienne composée de patrons de PME a également été reçue par Amadou Gon Coulibaly. Ils veulent renforcer leur présence sur le sol ivoirien. Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame pour le point de ces 2 rencontres. À Tunis comme à Abidjan, une conviction demeure.
Seul un tissu de petites et moyennes entreprises PME dynamiques et compétitives peut mener la Côte d'Ivoire et la Tunisie à un développement économique. C'est cette conviction qui a conduit une délégation de patrons des PME tunisiennes chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Composée de 22 membres, cette délégation est venue traduire au chef du gouvernement la nécessité d'accentuer la coopération avec les PME ivoiriennes. On est confiant quant aux relations historiques et privilégiées entre nos deux pays. Nous voulons qu'aujourd'hui le niveau de partenariat économique soit à la hauteur de la qualité de ces relations exceptionnelles et à la hauteur de l'ambition que nous portons tous pour nos deux pays et notamment pour répondre aux aspirations des plus jeunes et les acteurs économiques et des PME, parce que le tissu économique est composé quand même principalement de PME et nous avons également beaucoup d'intérêt à apprendre de l'expérience ivoirienne et de voir beaucoup de choses qui sont déjà en cours, qui ont donné des résultats. Nous sommes là également pour partager ces expériences et pour voir ce qui marche ici et là et faire en sorte que ce soit bénéfique pour les deux côtés. Peu après la délégation tunisienne, Amadou Gon Coulibaly a reçu le président du conseil d'administration de Polymec. L'entreprise leader du secteur de la construction en Turquie est classée 40e mondiale, s'est dit intéressée par la destination Côte d'Ivoire. Les entreprises étrangères sont nombreuses à investir sur le marché ivoirien. À côté, il y a aussi des nationaux qui s'installent. Le secteur de la grande distribution enregistre un nouveau venu. Le Premier ministre a lancé officiellement les activités de la chaîne de supermarchés Citidia, un investissement de plus de 5 milliards de nos francs avec 300 emplois créés. Mahama Traoré et Abiba Dambélé. Et voici lancée officiellement la chaîne de supermarchés Citidia, le nouveau-né du secteur de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Fruit d'un accord de franchise entre le groupe ivoirien Mata Holding et l'espagnol Dia. La chaîne de supermarchés Citidia ambitionne de révolutionner le secteur de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Coût total de l'investissement, 5 milliards de francs CFA, avec en prime la création de 300 emplois directs. Pour le gouvernement ivoirien, l'avènement de cette nouvelle enseigne présage d'avancées significatives dans la lutte contre la cherté de la vie. La cérémonie de ce jour est d'un intérêt particulier pour le gouvernement ivoirien, car elle s'inscrit dans la dynamique de diversification de notre économie. L'objectif recherché est de répondre efficacement à la problématique de la valorisation locale de nos produits de base. Il s'agit de créer une filière nationale de production et de distribution forte et diversifiée qui assure un équilibre raisonnable entre les attentes des producteurs et des consommateurs. En ce qui concerne plus particulièrement le développement du secteur de la distribution, l'objectif du gouvernement est de favoriser la multiplication des partenariats extérieurs et intérieurs avec de grandes enseignes de distribution, de mettre en place une véritable industrie du commerce adossée à des chaînes nationales et internationales de distribution de produits locaux ou étrangers, y compris des produits frais, et en fait d'apporter une réponse adéquate aux besoins de transformation de notre mode de vie induit par la mondialisation. Je me réjouis d'autant plus de la réalisation de ce projet qu'il est né de l'initiative d'un jeune entrepreneur ivoirien qui a su saisir cette opportunité sur ce segment fortement convoité. Il se positionne ainsi en concurrent national sur cet espace économique où chacun doit pouvoir trouver sa place. Cette politique volontariste est un signal fort et positif pour le gouvernement et un appel à tout le secteur privé national et étranger. Depuis 2015, l'État ivoirien a ouvert le secteur de la grande distribution à la concurrence. Une décision qui a favorisé la naissance de plusieurs enseignes. Toutes espèrent profiter de l'émergence de la classe moyenne dans le pays. Nous vous proposerons d'autres aspects de ce reportage dans nos prochaines éditions. La première dame de Côte d'Ivoire a reçu le maire de Paris, présente dans le pays pour une rencontre internationale de lutte contre le VIH-Sida. Dominique Ouattara est par ailleurs ambassadeur de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant et pour la promotion du traitement pédiatrique. Abiba Dambélé Saoué.
La maire de Paris, par ailleurs présidente de l'association des maires de l'Association internationale des maires francophones, a tenu à rendre une visite de courtoisie et d'amitié à la première dame de Côte d'Ivoire. Lors de cette visite, Mme Anne Hidalgo était accompagnée de M. Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Pendant plus d'une heure, Mme Dominique Ouattara a échangé avec son hôte de marque sur divers sujets d'actualité liés à la lutte contre le VIH-Sida et à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Mme Dominique Ouattara a présenté son engagement dans la lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Elle a également présenté le projet majeur de la Fondation Children of Africa, à savoir l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, dont l'ouverture se fera dans les prochains mois. Anne Hidalgo a profité de cette occasion pour féliciter Mme Dominique Ouattara d'une part pour son engagement en faveur du couple mère-enfant et d'autre part pour son implication dans la lutte contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida. C'est un grand plaisir d'échanger avec la Première Dame, qui est une femme engagée, une femme de cœur, une femme très bienveillante vis-à-vis de la population ivoirienne. Et on a beaucoup parlé, notamment à partir de ses engagements sur les questions de santé, sur la question des enfants, de l'éducation, aussi du rapport mère-enfant. On a beaucoup parlé de son projet d'hôpital mère-enfant. Elle a levé un coin de voile sur les actions de l'Association des maires francophones. À ce sujet, elle a révélé que cette association a pu apporter un appui à un centre de santé dans les environs de Libreville, au Gabon. Elle a terminé en assurant Mme Dominique Ouattara de son soutien total. Une bonne prise en charge sanitaire passe forcément par la disponibilité du personnel de santé, ce qui fait de plus en plus défaut dans les pays de l'UEMOA. Les ministres de la Santé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont réunis ce vendredi. Il s'agit pour eux d'adopter un plan d'action régional afin de stimuler l'emploi dans les secteurs sanitaires et aussi dans le secteur social. Gabriel Zani. Ils iront à l'essentiel afin de répondre aux défis de la formation et du recrutement des personnels de santé et agents sociaux dans l'espace UEMOA. Les ministres et experts de la santé et de l'emploi des affaires sociales, en réunion ce vendredi à Abidjan, doivent adopter un plan d'action réaliste. L'objectif de la couverture sanitaire à 100% est aujourd'hui une urgence. Ce plan devra prendre en considération la mobilité régionale et internationale, le financement, les réformes institutionnelles nécessaires et la multisectorialité afin de faire progresser nos pays vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. L'insuffisance de médecins, d'infirmiers et d'agents sociaux dans les hôpitaux pose le problème de leur répartition équitable et de leur faible capacité à répondre aux urgences sanitaires. En la matière, l'Organisation mondiale de la santé recommande un médecin pour 10 000 habitants, un infirmier pour 5 000 personnes. Les gouvernements de l'UEMOA doivent donc investir dans le recrutement du personnel de santé. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la dynamique de la promotion de l'emploi, et plus particulièrement dans le secteur de la santé. La Côte d'Ivoire enregistrait en 2015 un médecin pour 7 232 habitants, un infirmier pour 2 910 habitants et une sage-femme pour 1 990 femmes en âge de procréer. Une réunion de haut niveau présidée par Madou Gon Coulibaly, le Premier ministre, pour lui offrir et garantir des emplois stables et de qualité au sein de l'UEMOA est un défi. Les récentes crises épidémiques telles que la fièvre hémorragique à virus Ebola et la fièvre jaune ont mis en relief l'urgente nécessité de construire des systèmes de santé résilients et de renforcer la sécurité sanitaire au sein de notre espace communautaire. La réunion d'Abidjan est l'occasion pour vous, éminents experts des questions de l'emploi et de la santé, de déterminer les voies et moyens de permettre à nos États de s'inscrire sur la voie du développement durable et inclusif. Selon un rapport du Programme durable des Nations Unies, les pays à faible revenu seront confrontés à une pénurie de 18 millions de professionnels de santé en 2030. Un rapport qui interpelle et qui doit susciter l'engagement politique des dirigeants pour la mise en place de ce plan d'action. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. L'an dernier, cette maladie contagieuse a touché plus de 21 000 personnes en Côte d'Ivoire. Cette année, l'accent est mis sur la prévention. Quant au traitement, il est gratuit dans plus de 240 centres antituberculeux à travers le pays. Moussa Konaté. Il a vécu une année 2016 difficile.
Lassina Sangari est une victime de la tuberculose. Après 6 mois de traitement, ce jeune homme est aujourd'hui bien portant. J'étais à la maison, j'ai commencé à avoir des malaises, comme si c'était un palu, des migraines et vraiment très mal à la poitrine. Et je toussais, mais comme la toux même ne finissait pas, malgré que je ne prenais les médicaments, je me suis rendu au centre antituberculeux d'Adjami. Comme ça, ils ont détecté dans le crachat que j'avais la tuberculose. Vaincre la tuberculose est donc possible, mais le risque de contamination demeure un combat perpétuel. En cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la sensibilisation sur le mode de transmission est accentuée. Le mode de transmission le plus courant, c'est la toux. La première action qui me paraît fondamentale, c'est vraiment de sensibiliser sur l'hygiène de la toux. Quand on tousse, il faut se couvrir la bouche et le nez d'un mouchoir pour ne pas avoir à contaminer donc les autres. En 2016, 21 675 malades de la tuberculose ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Les actions pour la prise en charge s'intensifient. Le pays compte à ce jour 246 centres antituberculeux. Abidjan et sa région représentent 48% des cas. Nous avons en moyenne une cinquantaine de centres sur Abidjan. Donc Abidjan et sa région sont suffisamment couverts. C'est peut-être les régions à l'intérieur du pays. Nous sommes dans une dynamique. Il y a un plan d'ouverture de centres pour notamment les zones rurales pour rapprocher en tout cas au plus les soins des malades. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 2,4 millions de personnes ont été victimes de la tuberculose et 1,8 million sont décédées en 2015. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la tuberculose est toujours d'actualité. Le diagnostic et le traitement sont gratuits. Le taux de succès thérapeutique est de 81%. Si les chiffres sont encourageants en matière de lutte contre la tuberculose, ce n'est pas le cas dans le domaine des stupéfiants. Le constat est même alarmant. La drogue fait une percée importante dans les établissements scolaires. Le ministère de la Jeunesse et du Service civique a lancé ce jeudi une campagne de communication. Alexis Ouedraogo. 2 tonnes de cannabis saisies à Cocody, tout près de l'école Saint-Viateur. Le chiffre fait peur. La drogue est aujourd'hui plus que jamais au contact des jeunes. La semaine dernière, grâce à l'UCT, on a pu démanteler un réseau de fabricants de produits pharmaceutiques non enregistrés chez nous. Ça veut dire si ces laboratoires sont là, ce n'est pas fabriquer de la drogue qui est compliqué. Et même loin des écoles, pendant les moments de loisirs, le fléau de la drogue est tout aussi effrayant. Ces jeunes qui arrivent de plus en plus nombreux arrivent dans un état second. Et ils sont ivres, ils sont drogués visiblement et ils sont indisciplinés. Et quand ils arrivent sur les plages, ils ne peuvent pas être maîtrisés. De sorte qu'ils sautent dans la mer comme s'ils sautaient dans une piscine alors qu'ils n'ont aucune notion de la natation et nous assistons à beaucoup de drames. Conscient de l'urgence de la situation, le ministère en charge de la jeunesse, de l'emploi et du service civique est sur le terrain. Il a lancé jeudi à Jacquesville la campagne « Jeunes, attention, l'alcool c'est pas cool, la drogue te détruit ». C'est un phénomène manifestement grandissant, voire inquiétant. Ces conduites addictives alimentent non seulement l'incivisme et les comportements particulièrement violents chez les jeunes, mais également accroissent leur vulnérabilité face aux fléaux tels que les IST, VIH-Sida et les grossesses précoces. Une campagne placée sous le parrainage de la grande chancelière qui a appelé les jeunes à la prudence. Notre devoir est de dire aux jeunes que nous savons ce que nous savons de néfaste, dangereux, en premier lieu pour eux-mêmes et ensuite pour la société entière. Nous nous devons de leur faire entendre la sonnette d'alarme. Plusieurs années durant, la répression a été utilisée comme arme face à la drogue. La nouvelle approche, elle consiste à sensibiliser, une sensibilisation de masse à laquelle tous sont invités. En mars 2016, la ville de Bouna, dans la région du Bounkhani, a été secouée par une crise entre éleveurs et agriculteurs. Résultat, une centaine de morts et de nombreux blessés. 1 an après cette crise, les différentes communautés ont-elles réussi à fumer le calumet de la paix? Astou Touré. Il y a 1 an, jour pour jour, une crise communautaire avait éclaté entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Bouna. Cette crise avait engendré de nombreux morts et plusieurs blessés. 1 an après, quel constat faut-il faire? Il n'y a plus de problème. Bon, on attend de prier Dieu toujours pour qu'il y ait toujours la paix. Je constate que ça va. Ça va parce que moi, je suis dans un quartier lobby. Ça va.
Auparavant, eux, ils avaient les marchés quelque part. Mais dans ces 2 temps-là, ils viennent au marché ici. Je vois que tout va bien. Quand nous avions, je crois, les 2 mois qui ont suivi, il y avait une crise vraiment entre Lobby et Peul. Et après, ça a dégénéré Koulango. Et par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à s'améliorer. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense bien que ça va. Les 3 peuples se sont réconciliés après la venue du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Des actions avaient été entreprises par le président de la République avec les différentes parties prenantes en vue d'un retour à la paix. Le message a été bien perçu par les jeunes. Cette crise a été gérée vraiment de façon sage et de façon responsable. Nous avons organisé des rencontres entre les différentes communautés de jeunesse, échanger pour pouvoir trouver l'entente. Aujourd'hui, il y a l'entente entre la jeunesse de Bouna. Pour le chef de la communauté Lobby, cette crise n'aurait jamais dû se produire. Il pense qu'il faut tout de suite mettre fin aux rumeurs. Aujourd'hui, la méfiance, il n'y a plus de méfiance entre nous. On se parle, on se frotte, on se côtoie, on fait tout ensemble. Toutefois qu'il y a des difficultés, c'est de s'adresser à lui en tant que chef Lobby et on fait suivre la procédure normale. La communauté Peul a payé le lourd tribut de cet affrontement. Et pour le roi Djarakoroni II, chef de terre, le temps a pansé les blessures et la paix s'est installée désormais. Toutes les populations ont compris qu'il était indispensable que nous continuions à vivre ensemble comme par le passé. Le roi n'a qu'un vœu, que Bouna ne connaisse plus jamais pareille atrocité. Il appelle les jeunes et les cadres de la région à la cohésion. Aux jeunes qui se posent comme action aujourd'hui, c'est surtout pour eux que nous le faisons. Qu'ils comprennent que la violence ne résout aucun problème. Donc qu'ils comprennent qu'il est indispensable que cette cohésion se sente en leur sein aussi, qu'ils continuent à se fréquenter comme l'ont toujours fait par le passé. Il a effectué plusieurs déplacements à Abidjan pour rencontrer les fils de la région, les fils et filles de la région, les cadres, pour échanger avec eux, de rechercher les voies et moyens vraiment pour maintenir la cohésion dans notre région. Bientôt se dérouleront les cérémonies de commémoration de l'an 1 de ce triste événement, devenu désormais un mauvais souvenir. Cérémonie qui sera marquée par des prières à l'endroit des disparus. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engage pour la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Sollicité pour appuyer ce plan, la BAD et la FAO donnent déjà un avis favorable et demandent une étude sur le terrain. Serge Coléa. Cette rencontre tripartite entre la BAD, la FAO et le ministère des Ressources animales et halieutiques s'inscrit dans le cadre du financement d'un plan stratégique de développement de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Suite à une requête que le gouvernement a formulée, une mission conjointe de la Banque africaine de développement et de la FAO est à pied d'œuvre pour préparer un grand programme d'investissement et de réforme pour développer l'économie bleue en Côte d'Ivoire, essentiellement le secteur de la pêche, de l'aquaculture, mais aussi la gestion du littoral, mais aussi tout ce qui peut concourir à adresser les moteurs de l'économie bleue pour un développement, une transformation de l'économie de la Côte d'Ivoire. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a réaffirmé à ses hôtes la volonté du gouvernement ivoirien de promouvoir la croissance bleue ou l'économie bleue. Nos échanges ont été vraiment très fructueux. L'équipe de SEPA ira sur le terrain à San Pedro, à Tabou, et visitera certaines de nos structures pour voir dans quel domaine l'intervention va se faire. À l'issue de cette étude sur le terrain, un document final va être produit. Il sera mis à la disposition de la Côte d'Ivoire en vue d'élaborer un plan d'action en rapport avec le financement attendu auprès de la BAD et des institutions financières. Du 26 au 30 mars prochain, la Côte d'Ivoire va abriter la 2e édition du Forum des marchés émergents. Experts, techniciens et politiques vont se réunir afin d'analyser les facteurs, les enjeux de l'émergence sur le continent africain. Adama Koné. La presse occupe une place de choix dans l'architecture d'une Côte d'Ivoire qui émerge. C'est une volonté du gouvernement, du président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Vous l'avez compris, le mot émergence est l'un des mieux cotés à la bourse des discours et déclarations.
Dans la rue, chacun a sa compréhension de la notion. Bon, pour moi, l'émergence, en matière de la physique, c'est lorsque quelque chose sort. Bon, l'émergence, pour la Côte d'Ivoire maintenant, l'émergence, c'est sorti de la pauvreté. Bon, pour moi, l'émergence, c'est le développement sur tous les plans, social, économique, financier d'un pays, à l'horizon. Le radical, c'est mer, c'est la mer. Donc émerger, c'est sortir de l'eau, sortir sa tête de l'eau. Vous voyez, par extension, quand on parle d'émergence, c'est de se lever, c'est sortir du lot. On pense à l'horizon 2020. On pense à une nouvelle ère. Historiquement, c'est au début des années 80 que les économistes utilisent ce terme pour identifier les pays qui avaient une croissance accélérée. Les experts en donnent les fondements. Nous sommes toujours dans un monde à deux pôles économiquement. Il y a les pays industrialisés, développés, il s'agit d'une trentaine de pays dans le monde, et plus de 150 pays, 10 pays en voie de développement. C'est d'abord des pays du tiers-monde, ensuite pays en voie de développement. Et parmi ceux-ci, il y en a qui ont pu se démarquer par cette croissance soutenue, stable dans le temps et par des transformations structurelles, donc qui permettent de rattraper, cela leur permet de rattraper beaucoup plus rapidement les pays industrialisés. C'est des pays qui ont des revenus par tête d'habitants qui se situent entre les pays développés et les pays dits pauvres. Mais en plus, ce sont des pays dont la structure de l'économie se rapproche petit à petit de celle des pays dits développés. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international rassemble toutes ces notions dans la même corbeille. Écoutez, il s'agit de sortir de la pauvreté et d'essayer de rattraper les conditions de vie des pays les plus avancés. Quand un pays réalise tout son potentiel économique, c'est ce qui s'appelle l'émergence. L'émergence suppose le respect de certaines conditions. Nous avons parlé de croissance endogène, qui veut dire que la croissance doit dépendre de facteurs internes aux pays eux-mêmes, notamment le capital humain, le capital physique, les infrastructures. Nous avons le capital public, les institutions par exemple. Donc, on s'est dit que voilà des éléments sur lesquels il fallait mettre l'accent. Ramenons ces conditions à l'échelle nationale ivoirienne. La Côte d'Ivoire est-elle sur la voie de devenir un pays émergent? À cette question, l'économiste Alain Koudou est catégorique. Franchement et honnêtement, je pense qu'on est sur la voie de l'émergence. Son homologue de la cellule d'analyse de politique économique motive son optimisme. Nous avons une croissance forte depuis 2012. Donc 2012-2013, nous avons une croissance autour de 10%. 2014, une croissance également assez élevée. Aujourd'hui, nous avons une amélioration des indicateurs de gouvernance pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire dans certains secteurs. En scientifique avisé, ils identifient les contraintes à lever. Il faut que cette croissance élevée soit stable dans le temps et que nous puissions également retrouver qu'il y ait une mobilité de la main-d'œuvre du secteur agricole vers le secteur industriel. Et cela encore demande la transformation structurelle de nos économies et ça prend beaucoup plus de temps. Quels sont les outils que nous devons mettre en place pour que cette croissance-là ne soit pas seulement générée par des grands groupes, ce qui est bien en soi qu'il y ait déjà de la croissance, mais qu'en plus, dans la qualité de cette croissance-là, il y ait des nationaux qui aient contribué parce qu'ils ont eu des contrats. Alors, l'échéance 2020 est-elle tenable pour la Côte d'Ivoire? Le plus important, c'est de pouvoir nous mettre sur le sentier de l'émergence et de constater en 2020 qu'il y a effectivement un changement dans les conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire. Un changement dans la qualité de la vie et qui prend en compte l'environnement par exemple. En somme, l'émergence apparaît comme la salle d'attente pour accéder au statut de pays développé. Et dans cette salle sont déjà bien installés le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Malaisie et le Nigeria, entre autres. La Direction générale du budget des finances se modernise. Elle a procédé au lancement de la démarche qualité. Apprendre à ses agents les nouvelles techniques de management afin d'aller vers la certification. Justine Djiké.
La Direction générale du budget des finances DGBF engagée pour la démarche qualité. Il s'agit pour elle d'adopter les standards internationaux d'amélioration des services conformément à la dite démarche en vue de la certification de ces directions. Il s'agit pour nous de doter notre administration d'un véritable système de management de la qualité, ce qui implique qu'elle soit orientée et contrôlée à partir d'activités coordonnées, comme l'indique la norme ISO 9001, version 2015. Ce processus de certification dure 15 mois et démarre par une phase pilote au sein de la Direction des marchés publics DMP qui a satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 après l'audit diagnostic de toutes les structures de la DGBF réalisé du 23 septembre au 7 octobre 2015. Cette réforme est d'autant plus importante que depuis quelques années, l'administration publique, de façon générale, a entamé la mise en œuvre du management de la qualité, qui occupe une place de plus en plus importante dans ces politiques de modernisation. Tous les agents du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, et surtout ceux de la DGBF, sont donc invités à plus de dynamisme pour la certification de l'administration financière publique. Aux États-Unis, le vote pour l'abrogation de l'Obamacare reporté, le président américain a posé un ultimatum aux membres de son propre parti. Donald Trump a prévenu que l'Obamacare restera en place si la nouvelle législation n'est pas adoptée ce vendredi lors d'un vote à la Chambre des représentants. Il a mis un terme jeudi soir aux négociations sur sa réforme, défiant les rebelles de la majorité républicaine qui menacent de torpiller sa première grande loi de son mandat. Voilà pour ce 20h. Merci de votre attention. Très bonne fin de semaine à tous et à demain.